Et je suis maintenant en compagnie d'Arnaud Marion, fondateur de l'Institut des hautes études en gestion de crise. Bonjour Arnaud. Alors une fois par mois, on va essayer de se retrouver ensemble pour analyser les crises et les mutations des entreprises. C'est vrai qu'il y a beaucoup de crises d'entreprises en ce moment, beaucoup d'agitation du côté des actionnaires, des gouvernances. Et aujourd'hui, on va parler ensemble du nouvel activisme. Alors c'est vrai que l'activisme, jusque-là, c'est quelque chose qu'on avait beaucoup vu ces dernières années aux États-Unis. Et là, depuis quelques années, peut-être 2, 3, 4 ans, ça commence à devenir de plus en plus prégnant en France. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on se retrouve avec ces cas de figure qu'on n'avait pas avant? Oui, bonjour Aurélie et merci de me recevoir. Effectivement, c'est un peu une tendance nouvelle puisque finalement le problème de l'activisme, c'est qu'il se décrit et qu'il ne se définit pas juridiquement. En fait. Donc, c'est-à-dire que globalement est qualifié d'activiste aujourd'hui tout actionnaire qui n'est pas d'accord avec le management, avec la gouvernance ou qui remet quelque chose en cause. C'est un peu un terme qu'on utilise pour disqualifier quelqu'un, pour le stigmatiser. Et en fait, comme s'il y avait le camp des légitimistes et des rebelles, et finalement, les activistes, c'est un peu l'équivalent en politique de l'opposition. C'est finalement l'activisme, c'est quoi? C'est le fait pour un actionnaire de revendiquer un usage actif de ses droits d'actionnaire, c'est-à-dire de pouvoir s'exprimer lors de l'Assemblée générale, mais de faire connaître ses positions pour essayer d'entraîner d'autres actionnaires avec lui. Souvent, les premiers activistes qu'on a vus se développer avaient souvent très peu de capital d'une entreprise et portaient une parole et essayaient de rassembler autour d'eux. Il ne faut pas oublier qu'à travers le monde, il y a à peu près 150 campagnes par an d'activisme, que ça représente à peu près 200 milliards d'euros, ou de dollars, 200 milliards de dollars plus exactement, que souvent c'est un mouvement qui est venu des États-Unis, hein, si vous vous souvenez, avec les fonds de pension qui Ouais. considéraient qu'ils mettaient leur argent si le management répondait à un certain nombre de critères. Ce qui a changé, je pense, notamment en France, où on voit ces campagnes arriver, c'est qu'on avait un peu l'image d'un capitalisme figé, en quelque sorte, avec des gouvernances qui étaient des organes de gouvernance qui étaient davantage des chambres d'enregistrement, où on s'était habitué à des scores de 95% lors des assemblées générales. Donc il y avait un peu cette image, j'ai pas dit que c'était forcément le cas, mais en tout cas c'était l'image de l'entre-soi, de la consanguinité, et puis d'administrateurs indépendants qui soit n'étaient pas vraiment indépendants parce qu'ils connaissaient bien le dirigeant, ou soit ils étaient tellement indépendants qu'ils étaient déconnectés des sujets d'actionnaires. Ce sont des simples agitateurs, Arnaud, ou c'est quand même plus profond que ça? Il y a des vraies visions stratégiques derrière? Non, mais effectivement, je pense que souvent on veut taxer d'agitateurs ceux qui dérangent et ceux qui portent une parole qui remet en cause, je dirais, une stratégie et une gestion. Bon, d'abord, il y a deux grandes catégories d'activistes. Il y a ce qu'on appelle les short sellers, ceux qui vendent à découvert, c'est-à-dire qu'ils parient sur une détérioration de l'entreprise, donc une détérioration de la valeur de l'action. Hein, c'était Muddy Waters, par exemple, dans l'affaire Casino Rally. Et puis, il y a les investisseurs longs, et il y en a de plus en plus des activistes qui sont longs. Vous voyez, les positions d'Amber Capital dans Lagardère, ils les tiennent depuis 2016, hein, donc on ne peut pas dire qu'ils sont vraiment court-termistes. Dans le même temps, ils ont acheté 20% du capital, et dans le même temps, Arnaud Lagardère a dû passer de 10 à 7% du capital et a vendu des actions. Donc en fait, globalement, ces activistes, si vous voulez, plus qu'agitateurs, d'abord, ce sont souvent des analystes financiers qui essayent d'évaluer un peu le potentiel, et en fait, ils cherchent à exercer une influence, ni plus ni moins, sur la politique financière, sur la gestion, sur le say on pay. Un vrai mouvement qu'on va voir arriver en France, c'est sur les critères ESG. C'est une grande tendance sur tous les critères liés à la RSE ou ce genre de choses. Et en fait, ils remettent en cause un peu les choix des dirigeants. Donc c'est souvent critique, parfois hostile, mais pas toujours. Ça devient hostile quand en fait les dirigeants n'écoutent pas. Dans Pernod Ricard, on voit bien que ça n'a pas été jusqu'à l'hostilité. Il y a eu immédiatement un dialogue actionnarial qui s'est engagé. Il y a souvent des lettres d'ailleurs, souvent leur façon de s'exprimer
dans la presse bien sûr, mais souvent c'est à travers des lettres. Et puis il ne faut pas oublier qu'ils ont un avantage comparatif, c'est qu'il y a une asymétrie réglementaire totale entre les pouvoirs d'un actionnaire ou d'un investisseur qui peut dire ce qu'il veut et ceux d'un émetteur dont la parole, comme vous le savez, est extrêmement encadrée. Donc autant un investisseur peut décider de parler dans la presse du jour au lendemain ou de créer un site internet, autant l'émetteur, lui, l'entreprise, elle a beaucoup de difficultés à répondre au même rythme aux attaques d'un activiste. Vous disiez il y a plusieurs sortes d'activistes et puis vous avez cité beaucoup de fonds, Amber ou Muddy Waters pour ne citer que. Mais là, dans le dossier Unibail, par exemple, on a vu un agitateur, Xavier Niel, entrer au capital et réagir sur Twitter en dénonçant la stratégie du groupe qui serait, selon lui, destructrice de valeur. Est-ce que Xavier Niel est un activiste ? Visiblement, en tout cas, il est taxé comme tel par la direction générale d'Unibail. Est-ce qu'il est un activiste ? Oui, il essaye de donner son point de vue, certainement. En tout cas, il est actif. Et il est actif, et c'est pas un défaut, et c'est pas illégal d'être actif. Il considère qu'effectivement, il a quelque chose à dire. En l'occurrence, sur Unibail, si vous voulez, le sujet, c'est quoi ? C'est une stratégie, ce qu'on appelle des stratégies value, en fait, des stratégies opportunistes. De la part de Xavier Niel, l'action valait 140 € au début de l'année, elle en vaut 35. On annonce une augmentation de capital. Donc on peut parier sur le fait que cette augmentation de capital avec des cotes se fera sur une base de 10 à 15 € par action. Et finalement, il est surtout investisseur opportuniste, à ma connaissance. Il n'était pas investisseur avant. Je sais que Léon Bressler l'était en ce qui le concerne. Et puis, il ne vient pas seul. Il y a aussi Susanna Gallardo. Mais on voit bien que lui, il dit aujourd'hui, il y a un actif net réévalué qui est plus proche de 120 ou 130 € par action. L'action cote 35. Ça veut dire que le marché price l'action à 35, lui, il considère qu'il ne faudrait pas décoter les actifs de 80%. Et donc, il parie sur une autre stratégie de l'entreprise en disant, quitte à vendre des actifs décotés, vendez-les avec 20 ou 30% de décote. Finalement, ce sera toujours plus intéressant que les 80% de décote qu'on a à travers la valeur boursière. Oui, Arnaud, là vous évoquiez des sujets effectivement financiers avec Unibail dont effectivement le cours a été divisé par 6,5. Mais est-ce que derrière il n'y a pas aussi dans certains dossiers, en tout cas en France en ce moment, des sujets de gouvernance? Par exemple chez Lagardère, je pense que c'est peut-être avant tout un sujet de gouvernance. Oui, je crois que alors là, c'est effectivement, on est au paroxysme de ce qui peut se passer. C'est même de la gouvernance au carré, car en plus, on est dans une société en commandite, donc où il y a très peu de contre-pouvoir, il n'y en a qu'un seul, et c'est le conseil de surveillance, qui n'est pas un conseil d'administration. Et un tel conseil de surveillance, il n'y a aucun représentant des actionnaires, c'est-à-dire des associés commanditaires et pas commandités. Donc effectivement, je pense que c'est toujours soit un sujet de stratégie, soit un sujet de gouvernance. Et ce qui est souvent reproché, on voit bien à chaque fois qu'il y a des attaques dites activistes, car moi je me méfie du nom, mais en tout cas actives, c'est que généralement on a des boards, des conseils d'administration qui sont complètement déconnectés de l'actionnariat. Et c'est peut-être une des dérives. Alors, tout le monde veut agir au nom de l'intérêt social de l'entreprise, effectivement, et c'est ce qu'il faut faire. Le vrai sujet, c'est quelle est la définition de l'intérêt social. Il n'y en a pas là non plus juridiquement, sauf que tout le monde s'accorde pour avoir une vision assez large de la société comme institution, où à un moment, une organisation, elle a un intérêt propre qui rassemble celui des associés, celui des salariés, celui des créanciers, bien sûr, ce qu'on appelle des parties prenantes. Et donc, si vous voulez, le vrai sujet par rapport à ça, c'est que les actionnaires, à un moment, peuvent avoir leur mot à dire, et effectivement, c'est quelque chose de légitime. C'est pas quelque chose auquel on est habitué aujourd'hui. Donc Lagardère, c'est typiquement un sujet de gouvernance, typiquement un sujet de contre-pouvoir. D'ailleurs, on se demande, même Bernard Arnault est lui-même activiste dans ce dossier. Il est activiste en défense du management en place et d'Arnaud Lagardère, peut-être avec d'autres
visée derrière. On voit bien que quand Elliott s'en est pris à Pernod Ricard, il s'en est pris par rapport au différentiel de rentabilité par rapport aux concurrents Diageo. Il s'en est pris également par rapport à une gouvernance qu'il considérait comme figée. Regardez, on n'en a plus entendu parler. À un moment, ils ont discuté entre eux. À un moment, ils ont trouvé un accord. La gouvernance a évolué. Il y a un administrateur référent qui a été nommé. Donc, on voit bien que tout ça, si vous voulez, c'est aussi lié à la représentativité des conseils d'administration. Et chez Unibail, c'est vrai que quand Xavier Niel s'exprime, il dit bah, « moi je suis actionnaire, j'ai de quoi m'exprimer ». Le board aujourd'hui n'a pas d'action. Et le board qui n'a pas d'action, ça veut dire selon vous qu'il est décorrélé de l'intérêt de l'entreprise ? Oui, alors c'est tout le sujet, si vous voulez, des administrateurs indépendants et de la composition des conseils. En fait, un conseil, prenez toutes les recommandations de type AFEP-MEDEF, ça doit être un équilibre entre les parties prenantes, une représentation des parties prenantes. Et les conseils d'administration qui ne sont composés que d'administrateurs indépendants, finalement, ne représentent pas vraiment les actionnaires. Ils pensent représenter un intérêt général. Un conseil d'administration, c'est un équilibre entre les représentants des salariés, les représentants des actionnaires et les administrateurs indépendants qui sont très importants. La FEP-MEDEF chiffre quand il y a contrôle d'une entreprise, il faut qu'il y ait un tiers d'administrateurs indépendants. Quand le capital est très éclaté, il recommande qu'il y en ait la moitié. Et notamment, ces administrateurs indépendants, ils sont importants dans les organes de contrôle, c'est-à-dire le comité d'audit, le comité des nominations et des rémunérations, tout ce qui peut être un peu un contre-pouvoir par rapport à des dérives que l'on a pu voir à travers le temps. Vous avez mentionné les salariés qui parfois effectivement sont présents au board. Ces salariés-là, souvent, ils se retrouvent un petit peu pris dans cette tourmente médiatique, parce qu'évidemment, vous le disiez, les activistes n'hésitent pas à communiquer par voie de presse, et je pense qu'ils ont un peu le sentiment parfois de ne plus savoir à quel sein se vouer au sein de leur propre entreprise. C'est le cas notamment des salariés de Lagardère. Dans des propos rapportés hier par Le Monde, les salariés de Lagardère dénoncent la violence feutrée du rapport de force qui oppose les actionnaires. Inquiets des conséquences des grandes manœuvres, ils appellent de leur vœu à une stratégie de long terme guidée par une vision industrielle, tout en refusant de prendre parti pour l'un ou l'autre des camps qui s'affrontent. Pour la culture d'entreprise, c'est pas nécessairement une bonne chose qu'il y ait une telle bataille publique. Non, c'est très compliqué pour les salariés parce qu'ils ont beaucoup de mal pour se positionner. Le premier réflexe, c'est généralement de soutenir l'entreprise et le as usual, et on préfère que les choses continuent comme ça. C'est un réflexe assez normal. De toute façon, il y aura toujours la tentation du conseil et du management en place d'essayer de faire en sorte d'avoir le soutien des salariés. Dans le dossier Lagardère, je pense que même le mot, c'est indécence. C'est-à-dire que voilà, un an à peu près qu'on ne parle que des problèmes d'endettement personnel du dirigeant actionnaire historique, Arnaud Lagardère, de savoir s'il va toucher 10 ou 13% si jamais on démantèle l'entreprise. Et il y a le travel retail qui aujourd'hui est très fortement atteint à hauteur à peu près de 60% du chiffre d'affaires, et ça va s'empirer avec cette fin d'année, cette deuxième vague, et il y aura peut-être derrière des troisièmes vagues. Donc effectivement, je pense que c'est assez dur. Ce qui est assez significatif dans le dossier Lagardère, c'est qu'on n'entend pas les salariés. D'ailleurs, ils disent on ne veut pas prendre parti. Donc ça veut dire qu'ils ne prennent pas parti non plus pour la direction en place, alors que c'est souvent un réflexe. Et c'est là où je dis, effectivement, les salariés sont des parties prenantes de l'entreprise, sont des parties prenantes de l'intérêt social des entreprises. Et il y a une grande tendance aujourd'hui dans les campagnes activistes. Ces campagnes se font dorénavant souvent sur des critères ESG. Sur la diversité, sur le fait que, comment dirais-je, les critères de RSE sont respectés. C'est une nouvelle tendance qui est impulsée par des géants comme BlackRock, par exemple, notamment, qui sont plutôt des investisseurs, bien évidemment, que des activistes. Mais quand ils décident d'investir dans une entreprise, c'est quand même un signal fort de soutien. Et donc, effectivement, je pense que ce sujet-là, qui plus est dans le
le cadre de la pandémie actuelle, vont être des sujets qui vont l'emporter dans les critères aujourd'hui des investisseurs éventuellement activistes. Et ça va prendre le pas sur la rentabilité ? Ça ne va pas prendre le pas sur la rentabilité, mais disons que ça fait partie des critères discriminants positifs. On ne dit pas, attention, hein, c'est les critères ESG de l'entreprise, c'est-à-dire la richesse culturelle de l'entreprise. On ne parle pas d'une dérive où à un moment on ferait d'une entreprise une ONG, hein, comme on a souvent vu, même chez nous en France, des grands patrons, où à un moment on se demande s'ils sont patrons d'une ONG ou patrons d'une société du CAC 40. Vous parlez de Danone. Danone, par exemple. Voilà, avec Emmanuel Faber qui a été très challengé par son conseil d'administration récemment, effectivement. Mais ça veut dire que même des patrons aussi charismatiques et aussi, on va dire, universellement reconnus comme Emmanuel Faber peuvent un jour ou l'autre se retrouver dans ce type de situation avec des activistes en face qui le ramènent sur des problématiques plus financières ? Oui, mais vous savez, regardez la position de l'État dans Renault en 2017 qui s'oppose à la rémunération de Carlos Ghosn. C'est bien une position activiste à un moment d'un actionnaire qui dit non, il y a une dérive, je ne veux pas. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'ils ont été visionnaires quand on voit ce qui s'est passé après, parce qu'on ne sait pas exactement ce qui s'est passé après, et on ne va pas se hâter de juger, mais on voit bien que l'État avait pris une position, si vous voulez, comme celle-là. Donc, bien évidemment, aujourd'hui, les actionnaires, les conseils d'administration challenge peut-être encore plus qu'avant leurs dirigeants. Quand Accor quitte le CAC 40, ce n'est pas une bonne nouvelle et je pense que le conseil d'administration ne se passe pas très bien. Quand Danone annonce une revue stratégique de ses actifs, hein, qui est le grand mot pour dire on va voir ce qu'on va garder, on va voir ce qu'on va vendre, et créer 2 zones géographiques, les États-Unis et le reste du monde, ça montre un petit peu déjà quelle peut être la tendance. Donc effectivement, à un moment, la RSE, c'est bien, le sociétal, c'est bien, mais le social, c'est encore mieux. Et tombons pas dans les dérives de la loi Pacte, où à un moment, on nous fait abandonner l'intérêt social de l'entreprise par rapport à un intérêt beaucoup plus général. L'intérêt premier de l'entreprise, sa rentabilité, c'est avant tout ce qui compte parce que c'est ce qui permet d'assurer la pérennité de l'entreprise et sa résilience dans le temps. Donc selon vous, ce nouvel activisme-là qu'on voit émerger depuis quelques temps, ça va changer la composition, le visage des boards en France ? Oui, je pense qu'ils vont être plus équilibrés et surtout, attention, il y a aussi dans beaucoup de dossiers, les investisseurs ne veulent pas être au board, notamment les investisseurs professionnels et financiers, pour une raison très simple, c'est qu'ils deviendraient restricted, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de trader sur le titre, ils ont des quiet periods, des périodes où ils ne peuvent pas intervenir. Et par définition, je pense que souvent, ils ont été gênés de le faire. Mais ils ne peuvent pas à la fois dire « je veux défendre les intérêts de l'entreprise » et je nomme des indépendants qui ne me représentent pas moi en tant qu'actionnaire, mais dont j'estime qu'ils vont représenter l'entreprise. Il y a un équilibre à trouver entre des actionnaires qui doivent aller dans les conseils d'administration, peut-être de façon plus significative qu'avant, des administrateurs indépendants qui doivent être réellement indépendants et certainement il faut revoir les systèmes de recrutement. Et je le redis encore, dans les parties prenantes, il y a les salariés. Vous citiez l'exemple de Lagardère, c'est un excellent exemple. On ne va pas se distribuer les millions au moment où les 2/3 d'une business unit complète qui pèse 3 milliards sont en chômage partiel à travers le monde. Merci beaucoup Arnaud Marion. Je rappelle que vous êtes fondateur de l'Institut des hautes études en gestion de crise. On aura l'occasion de se retrouver donc à peu près une fois par mois pour continuer d'analyser ensemble et d'essayer de comprendre ce qui se joue en ce moment dans les entreprises françaises. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On marque une pause, on se retrouve juste après.